première rencontre avec M. Nicolas Delfont de la compagnie Anagraph pour le Géoportail de Montréal. M. Delfont, après avoir travaillé comme chef du département de géomatique par Nature Québec et comme chargé de projet chez Infigis, Nicolas Delfont a fondé le studio de géomatique Anagraph en mai 2015. Il articule tout son travail autour des nouvelles tendances en technologie de l'information géospatiale, services de géolocalisation, cartographie indoor, visualisation de données, cartographie web interactive et objets connectés. Anagraph offre des outils d'aide à la décision afin d'optimiser la connectivité des personnes, de leur environnement et des objets qui le composent. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation. Donc aujourd'hui, le sujet de ma présentation va porter sur le Géoportail de Montréal, qui est un portail web affichant des données géospatiales que j'ai créé il y a quelques semaines et qui est en cours toujours de création et d'optimisation. Je vais vous parler d'Anagraph rapidement, la compagnie que j'ai créée, quel est le but de la compagnie, qu'est-ce qu'on fait. Donc le contexte et le processus de création du géoportail, vous allez voir que c'est un contexte un peu particulier dans un modèle d'affaires. Quelles sont les technologies que j'ai utilisées et pourquoi je les ai choisies en créant ce géoportail. Je vais vous faire une petite démo live du géoportail, si tout va bien ça va marcher. Puis vous présenter donc quelques fonctionnalités, puis les extensions qui existent aujourd'hui dans ce géoportail-là, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans un avenir rapproché. Donc Anagraph, c'est une compagnie que j'ai créée en mai 2015, donc ça fait moins de 6 mois. Le principe, c'est de faire du GeoBI, de l'intelligence d'affaires avec des données géospatiales. Typiquement, faire le côté classique de collecte, analyse, puis visualisation de données. Je parle peu de géomatique, je parle beaucoup de technologies d'information géospatiale et de services basés sur la localisation. Donc quand on regarde la chaîne de valeur de la géomatique, je me positionne à la fin vers les services pour le public de masse, puis les services de localisation qui sont en fait tous les panoplies d'outils web, mobile, pour diffuser une information qui aurait été traitée au préalable. Donc je me positionne aussi beaucoup dans une tendance aujourd'hui qui est l'Internet des objets, Internet of Things, pour utiliser des capteurs comme nouvelle méthode de collecte de données. On avait le GPS, on a le satellite, maintenant on a des petites bébelles, je vais vous en montrer une tantôt, qui nous permettent de collecter de la donnée en 2015. Personnellement, j'ai 2 casquettes, je suis informaticien à la base, mais j'ai une maîtrise en aménagement du territoire. Donc je suis à la fois géographe urbaniste, à la fois informaticien, ce qui fait que la géomatique, ça a été le chemin logique pour moi en termes professionnels. Donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le monde de la géomatique pour différentes compagnies avant de créer la mienne. Je suis aussi vice-président de l'Association canadienne des sciences géomatiques pour la section de Montréal. Donc une petite aparté, on organise un colloque, le colloque géomatique qui aura lieu, on devait le faire cette année, il aura lieu l'année prochaine, donc en 19 et 20 octobre 2016, au Palais des Congrès de Montréal. Je vous invite tous à venir participer à ce colloque-là. Donc Anagraph, mes clients aujourd'hui, ce sont des startups, ce sont des municipalités, ce sont des grands groupes pour lesquels je fais du consulting. Je vous présente mon site web très rapidement, où pour moi la géolocalisation va au service de la connectivité. Puis donc simplement pour vous montrer un portfolio très rapide des projets que j'ai fait, vous pourrez aller les voir. Un des premiers contrats que j'ai réalisé pour Parking, qui est une start-up qui a décidé en fait une start-up qui œuvre dans la mobilité, dans la logistique de transport. Le but c'était de récupérer les données ouvertes de la ville de Montréal, tous les panneaux qui signalent les stationnements et qui nous disent sur les petits panneaux pour dire vous avez le droit de stationner de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour, etc. Donc de créer une application mobile pour donner aux gens l'information sur leur autorisation ou non de se stationner. Donc c'était un gros travail de traitement de données pour pouvoir récupérer tous ces points-là, créer des tronçons de rue et puis les visualiser sur une application mobile. Aujourd'hui, on va parler de ce projet-là en particulier, qui est le Géoportail de Montréal. Donc vous avez un petit aperçu ici. On va revenir un peu plus tard dessus. Le contexte de la création du Géoportail,
Il est dans un contexte de données ouvertes. Aujourd'hui, les municipalités, les gouvernements provinciaux, fédéraux sont dans un processus de libération de données. Le but, c'est de permettre aux citoyens de s'approprier l'information qui a souvent été créée par les taxes qu'ils ont payées, et pour permettre à ces citoyens-là, qui peuvent être aussi des étudiants, des chefs d'entreprise, de proposer des solutions à partir de ces données-là. Quand on a regardé les données disponibles sur le portail des données ouvertes de la ville de Montréal, moi je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de données avec une composante géospatiale, mais qu'il n'y avait pas forcément, on pouvait les télécharger, mais si on n'est pas un expert de données géospatiales, c'est très très difficile de pouvoir les visualiser. Donc, je suis organisateur d'un projet qui s'appelle le Défi GeoHack. Puis l'année dernière, en marge du GeoCongrès, on avait organisé un hackathon, qui est en fait un marathon d'une journée dans lequel on met dans une pièce des développeurs, des informaticiens, des géographes, des géomaticiens, pour travailler sur des problématiques, sur des projets. Puis la ville de Montréal avait été donneur d'ouvrage et puis avait demandé à travailler à ce que des gens proposent des solutions par rapport à un outil de visualisation des données de la vitalité culturelle de la ville. Donc ça avait été l'initiative finalement de ce projet-là. Donc le géoportail, c'était un outil de visualisation des données géospatiales ouvertes avec des données libérées qui concernaient les bibliothèques, les musées, l'art public, les coups de cœur donnés par la ville de Montréal, puis aussi le patrimoine immobilier. Après le GeoHack, ce projet était tombé, c'était comme un petit prototypage, mais il n'y avait pas eu lieu d'aller plus loin. Moi, quand j'ai démarré Anagraph, je me suis dit, je vais repartir de ce projet-là. On avait de la donnée qui avait été déjà disponible. Je savais qu'il y avait un besoin de la ville de vouloir distribuer ces données-là. Donc je me suis dit, voilà, je démarre ma compagnie, je me fais un serveur, puis je vais commencer à vraiment faire le géoportail, puis diffuser. Puis en même temps, moi, ça me faisait un petit travail d'infrastructure, d'information spatiale. Donc classiquement, moi j'avais l'habitude de travailler avec une méthode assez classique, toujours open source. Je suis quand même assez axé là-dessus. Donc j'avais choisi un SDK qui s'appelle Boundless SDK. C'est de la compagnie OpenGeo. C'est très 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 classique. En gros, j'avais mis en place un serveur de données PostGIS. Ce serveur de données était connecté à un serveur cartographique GeoServer. Puis, donc GeoServer envoyait des WMS, donc des services web, sur une interface cliente, donc le navigateur, qui était sur des technologies OpenLayers 2, puis EXTJS. C'est la stack très très classique qui a été utilisée beaucoup dans des projets de web mapping durant les 5 dernières années. Ça ressemble à un portail comme ça, vous l'avez vu, il y a plusieurs gouvernements, il y a plusieurs municipalités qui utilisent ça. C'est la stack open source en alternative à ArcGIS Server par exemple. Donc c'était un côté très classique avec une barre d'outils, les zooms, le pan, et puis un arbre de layers, puis des données venaient s'afficher en bas. Vraiment une interface assez classique comme on a l'habitude de le voir quand on ouvre ArcGIS par exemple. Sauf que quand j'ai fait ça, je l'ai débranché, je me suis rendu compte que finalement, ce qui était super bien en 2010, puis on tripait à utiliser ça en 2010, en 2015, ça avait un petit peu mal vieilli. Puis quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait en visualisation de données, en cartographie interactive sur Internet, avec l'HTML5, etc., c'était à des années-lumière de ça. Et puis surtout, moi, c'était une application super simple, légère, et puis dédiée à la mobilité. Et donc, quand je naviguais dans ce géoportail que j'avais mis en ligne, c'était lent. Ça s'affichait très bien, il y avait toutes les informations, on pouvait cliquer, ça s'affichait, mais je trouvais que l'expérience utilisateur n'était pas là. Donc ça nécessitait une architecture lourde, j'avais besoin d'une base de données PostGIS, j'avais besoin d'un serveur géospatial. Puis l'expérience utilisateur était quasi nulle, les services web, ça fonctionne, mais je ne voulais pas attendre 3 secondes avant que mes données s'affichent. Puis le design n'était pas adaptatif, c'est-à-dire que ça ne s'affichait pas sur un téléphone mobile, ça s'affichait exclusivement pour le web sur un bureautique. Donc je suis parti en me disant, on est en 2015, c'est quoi qui est hot en 2015? Et donc, il y a un projet qui s'appelle Bootleaf, qui est open source, que vous pouvez utiliser, je l'ai utilisé. L'interface, c'est toujours un mash-up entre plusieurs technologies. L'interface utilisateur, c'est Bootstrap, c'est Twitter qui a créé une API qui permet de faire des sites web, beaucoup de sites web, donc celui d'Anagraph sont utilisés avec ça.
c'est souvent des single page, puis qui s'adaptent très bien. Quand vous réduisez la page, ça marche aussi bien sur un téléphone, sur une tablette que sur un ordinateur. Au niveau de l'application cartographique, j'utilise Leaflet, qui est devenue la meilleure, la plus légère, la plus rapide, mieux qu'OpenLayers aujourd'hui. Les données, je n'ai plus stocké du tout de données dans une base de données. J'ai exporté les données en GeoJSON, qui est un format d'échange sur Internet qui est très rapide. Et puis je vais me connecter à des API externes, donc vers des bases de données externes qui existent. Puis j'utilise un peu tout ce qui se fait de bien aujourd'hui. Et tout ce qui se fait de bien aujourd'hui dans le web, c'est Mapbox, qui est une compagnie américaine qui révolutionne un petit peu ce qui se fait en web mapping aujourd'hui. Donc Mapbox, Turf, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une interface, donc comme je vous le disais, c'est adaptatif. C'est-à-dire que si je ferme ma fenêtre, vous voyez, je suis sur un environnement desktop, mais si je réduis ma fenêtre, vous voyez que la carte s'adapte, mes menus s'adaptent, puis tout se fait dans le navigateur. Donc si vous l'ouvrez sur un téléphone, ça va ressembler à ça, une tablette, ça va ressembler à ça, jusqu'à l'interface complète. Donc les données disparaissent, l'arbre de données disparaît. Tout est interactif, donc tout est dans le navigateur. Si je vais cliquer sur un cluster, je peux voir mes points qui s'affichent, qui s'agrègent. Donc il y a à peu près 1000 points sur cette carte. Puis vous voyez, ça se fait de manière très 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 rapide, et puis c'est interactif, c'est-à-dire que je peux à la fois... Ce qui est filtré ici, c'est ce que vous voyez sur la carte. Donc plus je zoome, vous allez voir l'arbre des données qui se met à jour automatiquement. Puis si je vais sélectionner une donnée dans l'arbre, ça va forcément highlighter la donnée qui est sur la carte. Puis il y a des outils forcément pour afficher les informations qui sont là-dessus. Il y a un outil de géolocalisation, donc pour un téléphone, ça va être pratique. Les fonctionnalités qu'on a ajoutées, c'est une option d'itinéraire. Imaginons, je vais aller d'un point A au point B. J'affiche donc les données culturelles de la ville. Si je sélectionne un point A ici, puis un point B ici, toujours dans mon navigateur, il n'y a aucune connexion à une base de données serveur, ça va filtrer automatiquement, ça va me suggérer un parcours culturel dans la ville de Montréal. Puis de manière interactive live, si je déplace mon point A, ça va automatiquement filtrer tous les points qui sont sur la carte, puis je peux avoir encore une interaction, puis choisir si j'y vais à pied, si j'y vais en vélo, etc. etc. Donc j'ai mis une légende, j'ai mis le coup classique du web mapping. Okay. J'affiche aussi des pistes cyclables pour vous montrer que je ne suis pas obligé d'afficher juste des points, je peux afficher des lignes. Encore une fois en GeoJSON, c'est très rapide. Je peux changer le fond de carte, là j'utilise celui de Mapbox, mais je pourrais utiliser n'importe quel fond de carte. Des outils de recherche, etc. qui sont aussi disponibles. Je regarde le temps. Donc, les avantages de cette technologie-là. C'est un mashup, donc j'ai juste à... Si j'ai plus envie d'utiliser Bootstrap, puisqu'il y a une nouvelle version, un nouveau UI qui sort demain, je peux simplement enlever Bootstrap, garder mes données, garder Leaflet derrière. Tout est interchangeable, un peu comme des Lego, c'est l'avantage de l'open source. Le design est adaptatif, donc il est orienté pour le mobile, mais il s'adapte aussi bien pour n'importe quelle plateforme. Tout se passe côté client. J'ai plus aucun... Le site web est sur un serveur, mais j'ai pas besoin d'avoir un serveur géospatial, j'ai pas besoin d'avoir une base de données. Je pourrais très bien le faire, mais pour une application légère comme ça, j'ai choisi de tout basculer côté client. Donc c'est open source, c'est mis à jour, Leaflet, il y a beaucoup de contributeurs dans la communauté qui contribuent à cette donnée-là, contrairement aux anciennes qui sont plus vraiment supportées. Puis c'est facilement déployable et adaptable, je peux rajouter n'importe quel type de données, je peux rajouter n'importe quelle fonctionnalité qui n'était pas dans Bootleaf à la base. Bootleaf à la base, c'était simplement une carte, un arbre de données, vous mettez les données que vous voulez à l'intérieur. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité que j'ai développée il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que quelqu'un connaît les beacons? Pas le bacon, mais les beacons. Ok? Ça, c'est des petits capteurs. Ça fait quoi ces petits capteurs-là? Ça s'appelle des outils de proximité. On n'est plus dans la géolocalisation, on est dans la proximité. C'est-à-dire que cet appareil-là, ça envoie un signal Bluetooth à toutes les 200 millisecondes, ça envoie une information qui dit « je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ». C'est un petit anan. Puis, quand il y a un téléphone qui rentre à proximité et qui sait qu'il doit parler à cet appareil-là, il va recevoir une notification.
Donc si je rentre à moins de 50 mètres de ce dispositif-là, je vais recevoir un message sur mon téléphone qui fait « Hey, salut, tu es proche de moi ». Si je me rapproche encore plus près, je pourrais avoir un autre message jusqu'au toucher. Si j'en place 4 dans la salle, je peux trianguler et je peux commencer à faire de la géolocalisation indoor à l'intérieur. C'est comme avoir une constellation de satellites, mais sans référence spatiale. C'est pour ça qu'on ne parle pas de géolocalisation, mais d'outils de proximité. Donc, moi, j'ai voulu créer une petite fonction d'analyse dans mon géoportail en disant, imaginons, je vais aller poser un beacon dans chaque lieu culturel de Montréal. Ça coûte 15 pièces. Okay, et je crée une application mobile, géoportail culturel, puis quand les citoyens vont pouvoir s'approcher de mon beacon, ils vont recevoir un petit message qui dit « Hey, viens me voir, tu es proche d'un lieu culturel ». Puis je peux commencer à faire de l'interaction avec ce public-là. Donc je me suis dit, si j'installe un beacon dans chaque lieu culturel, le beacon il envoie de l'information, mais l'avantage c'est qu'il collecte de la donnée. Si je suis passé à côté de mon beacon, ça envoie directement un message au serveur, le téléphone envoie un message au serveur qui dit « Tu es passé devant ce beacon-là, tu es resté 2 minutes devant ce beacon-là, tu es allé à tel endroit derrière. » Donc si vous imaginez un petit peu un Google Analytics, comment on fait de l'analyse de site web. La personne a cliqué à tel endroit, elle est allée sur telle page après, elle est provenue de tel site. Moi, je suis capable de faire du Google Analytics physique. Vous êtes arrivé par cet endroit, vous êtes allé là, vous êtes resté combien de temps ici? Donc, ce que je fais là, simplement, c'est que je vais me connecter à des API externes. C'est encore une fois, on est dans la supposition. Hein. Je n'ai pas placé 2000 beacons à Montréal. Mais si je le faisais, ou si je trouvais un partenaire pour le faire, on pourrait visualiser finalement un taux de fréquentation. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les coordonnées de tous les 2000 lieux de la ville de Montréal, les lieux culturels, puis j'ai simulé au Métropolis, il y avait 2000 personnes à ce moment-là. Il y avait 1000 personnes au Club Soda, il y avait 200 personnes dans ce bar. Et donc, ça me permet de faire des cartes de chaleur. Encore une fois, tout est côté client. Il n'y a pas de base de données là derrière. Tout se passe côté client. Et je suis capable de faire une analyse live dans le géoportail. Donc, le futur du géoportail, c'est que ça devient une boîte à outils thématique. Là, c'est un géoportail culturel, mais ça pourrait très bien être un géoportail environnemental, ça pourrait être un géoportail de transport. Ou un géoportail municipal avec beaucoup de données à l'intérieur. Là, c'était Montréal, mais on pourrait le faire à Québec, on pourrait le faire à Drummondville. On pourrait continuer à intégrer des API externes, donc dans le cadre du géoportail culturel, se plugger à des calendriers pour savoir si vous passez à côté de tel lieu culturel, recevoir une notification pour dire « Hey, il y a un show qui commence dans 2 heures, puis qui pourrait t'intéresser ». Donc le futur, c'est aussi des interactions physiques, le web physique, en utilisant des iBeacon ou un autre protocole qui s'appelle Eddystone, qui va permettre de générer des interactions entre un citoyen, un consommateur, avec un fournisseur de données. Imaginez une municipalité qui déploie des beacons en ville et qui serait capable d'interagir avec ses citoyens sur les services municipaux qu'elle pourrait offrir à ce citoyen-là et recevoir du citoyen de l'information qui serait intéressante. Et puis bien sûr, l'analyse en temps réel, c'est que la carte de chaleur, je vous ai montré, on pourrait dire je veux voir maintenant ce qui se passe, mais je voudrais aussi analyser qu'est-ce qui s'est passé à la même heure hier, la semaine dernière, l'année dernière, pour pouvoir comparer ces données-là. Donc en conclusion, le processus d'ouverture de données puis de hackathon, c'est un nouveau modèle qui offre des opportunités à la fois pour les municipalités qui veulent tester des affaires, puis à la fois pour les entrepreneurs, les étudiants qui veulent créer. Ce qui était très difficile avant, quand les données étaient payantes, elles le sont encore, mais quand toutes les données étaient payantes, c'était très difficile d'arriver à faire des prototypes comme ça. Côté technique, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2015, une architecture lourde, client-serveur, ça existe encore pour certains besoins, mais si vous voulez quelque chose de très léger, c'est plus la peine. Il y a des librairies clientes gratuites, open source, qui marchent, puis qui vont vite, qui vont bien. Le web physique, donc l'utilisation de capteurs comme ça va offrir un nouveau potentiel pour l'interaction entre un public puis un fournisseur de services, puis l'analyse de données, puis l'expertise en géolocalisation, elle est encore plus nécessaire qu'avant, grâce à ces outils-là. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, le beacon, c'est le dispositif, c'est l'appareil.
Il y en a des dizaines de constructeurs qui ont fait des beacons différents. Apple, en 2013, a créé un protocole qui s'appelle iBeacon. Okay, donc en gros, ce que ça dit, ce protocole-là, c'est que n'importe quel matériel ou constructeur de cette bébelle-là, ils ont créé une norme. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça envoie un identifiant et 2 valeurs numériques pour pouvoir identifier ça. Là. Comme un réseau Wi-Fi, il y a ton réseau, puis 2 autres valeurs qui vont permettre d'identifier ça. Donc c'est Apple qui a créé ça. Puis donc le protocole, c'est ça, tu choisis un range, donc jusqu'à quelle portée il va aller, c'est 80 mètres le maximum, puis à quelle fréquence il va envoyer le signal. Plus ta fréquence est faible et la portée est courte, plus tu as de précision. Mais ta batterie, elle va durer 6 mois. Alors que si tu as ta portée qui est longue et que tu dis, bon, bah, tu envoies juste un message à toutes les secondes, là tu vas te faire 3 ans avec ça. Puis Google, cet été, et ça marche juste, c'est important, avec des applications mobiles. Okay, donc ça peut pas interagir avec un site web, il faut qu'il y ait une application mobile qui soit installée sur le téléphone qui interagit avec. Okay, Google a sorti un protocole qui s'appelle Eddystone. Ça s'appelait Google Web Physique avant. En août, ils ont sorti un projet qui s'appelle Eddystone, puis ils l'ont juste sorti sur iPhone pour l'instant. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça interagit avec le navigateur de Chrome dans un iPhone. Donc en gros, vous avez un site web mobile, puis ça va recevoir des notifications sans avoir une application téléchargée. Donc ça, c'est le protocole. Le signal, c'est du Bluetooth, mais c'est juste les 2 messages qui sont envoyés sont différents. C'est les 2 qui existent aujourd'hui. En fait, ça s'appelle un UUID, c'est comme une grande adresse, comme une adresse IP ou une adresse MAC. Puis le deuxième, ça s'appelle un minor major. C'est vraiment 2 chiffres aléatoires qu'on peut configurer dans une plateforme. C'est vraiment les 3 valeurs qui sont envoyées par lui. C'est comme s'il dit son nom.